toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde au cours de laquelle nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous directement et indirectement. Il s'agit de la souveraineté numérique qui est un enjeu majeur pour chacun d'entre nous, mais qui est aussi un enjeu crucial pour le secteur public, qu'il s'agisse des services de l'État ou des collectivités territoriales. La notion de souveraineté est aujourd'hui présente dans les esprits sur de nombreux sujets. Elle a été largement invoquée au moment de la crise sanitaire et qui a montré à quel point nous étions dépendants, la France et l'Europe, de fournisseurs qui parfois avaient délocalisé leur production dans des pays lointains, et qui nous a privés de médicaments parfois les plus simples et aussi de choses aussi nécessaires que les masques. Le secteur numérique n'échappe pas à cette réflexion, bien au contraire, alors que le fonctionnement de l'État et des collectivités territoriales est de plus en plus organisé autour de services qui s'appuient sur la data. La question de notre souveraineté numérique, je vais y arriver, se pose avec d'autant plus de force qu'une part importante des services dématérialisés sont fournis par des géants internationaux numériques qui opèrent en dehors de tout contrôle démocratique sur l'utilisation de nos données. Pour autant, la souveraineté numérique, ce n'est pas se fermer au monde et construire d'illusoires lignes Maginot numériques. Elle passe plutôt par la création d'un cadre respectueux de nos valeurs européennes, tout en étant ouvert à la coopération, puisque l'objectif c'est de protéger bien sûr les citoyens et les entreprises européennes, mais aussi de permettre à ces dernières de se développer sur d'autres marchés. Ces sujets, c'est ce que nous allons voir accompagnés d'un panel d'experts de très haut niveau que j'ai le plaisir de vous présenter. Donc immédiatement à ma droite, Samy Slim, qui est directeur général de Telehouse France. Bonjour Samy. Alain Garnier, à l'extrême droite, géographiquement. Voilà. Président et cofondateur de la société GenSpot. David Chassan, on va le qualifier centriste là, puisqu'il est en plein milieu, donc directeur de la stratégie 3S Outscale, et Pierre Gonlier, qui est directeur technique de GaiaX. Je vais commencer par lui. Donc, bonjour. La question de la souveraineté numérique. Alors, une petite correction, l'association existe depuis mars 2021. Donc, ça fait 1 an qu'on existe. Le projet a été annoncé la première fois, vous êtes tout à fait correct, en fin 2019. J'ai été optimiste. Donc c'est vrai que parfois la presse ou les médias ont l'impression que GaiaX c'est un projet qui dure depuis extrêmement longtemps, sauf que d'un point de vue opérationnel, d'avoir un compte en banque, un numéro fiscal et quelque chose qui existe, une entité légale, ça existe uniquement depuis l'année dernière. Notion de souveraineté numérique. Souveraineté de façon générale. Là-dessus, pour certains qui m'ont peut-être déjà vu, en général, je pose la question qui est souverain ici dans la salle ? Donc si vous n'êtes pas un empereur, un tsar, un roi ou un président, vous avez la possibilité de gérer votre intégrité physique et votre niveau d'autonomie. Mais la notion de souveraineté, en fait, c'est l'État qui doit la prendre, ou la Commission européenne, ou une autre juridiction. Mais une société va pouvoir définir son niveau d'autonomie. Et quand on commence à parler de niveau d'autonomie, on va avoir plusieurs catégories. L'autonomie juridique, l'autonomie technique. J'inclus l'autonomie opérationnelle dans celle qui est technique. Et ce sont 2 axes sur lesquels GaiaX travaille, sur lesquels, on s'est mis d'accord dans l'association pour les prendre en compte. On a dans l'association un ensemble de règles qui permettent justement de mesurer objectivement quelle est l'autonomie légale d'une offre de service d'un participant et quelle est l'autonomie technique que le service offre. Je pense que c'est... Alors, une fois qu'un consensus s'est dégagé sur les définitions, comment organise-t-on la gouvernance dans ce cadre ? La gouvernance de l'association ? La gouvernance de l'association et surtout la gouvernance de la donnée, c'est surtout le plus important. Qui sont d'ailleurs, donc les 2 gouvernances sont complètement différentes. Il y a l'association qui est une association de droit privé avec des membres, des frais d'adhésion et pour rappel, c'est toujours pareil. Ça n'a pas changé depuis la création de GaiaX. Il y a un membre, un vote, indépendamment de la taille, de la provenance ou de la contribution financière du membre. Toutes les specs techniques sont travaillées dans un outil de contrôle de documents. Donc on sait exactement qui a écrit quoi et quand et qui l'a approuvé.
Git, pour les plus tech dans la salle. La gouvernance des espaces de données, la gouvernance... Alors l'espace de données, c'est un petit peu biaisé, je trouve, puisqu'on a, pour ceux qui sont familiers avec le projet GaiaX, qui ont déjà vu des présentations, il y a un X que l'on a vu dans certains slides avec une partie en haut, la donnée, puis l'infrastructure en bas. C'est un modèle qui ne me plaît pas, puisqu'en fait, il y avait l'idée de scinder les deux. Or, la donnée ne se transporte pas sur des arcs-en-ciel, il faut de l'infra. Et je ne connais personne le matin qui se lève en disant je vais créer un cluster ou une grille de calcul si ce n'est pas pour traiter, stocker ou transférer de la donnée. Donc je préfère parler d'écosystème ou de data infrastructure écosystème, pas forcément de data space ou de data écosystème que je trouve un petit peu réduit. Pour une raison particulière, quand on va faire par exemple de la négociation de droits d'usage, d'access control, faire de la négociation c'est bien, l'imposer, la mettre en application technique, il faut avoir de l'information sur l'infrastructure. Alors ça ne répond pas à la question. La gouvernance. Il y a une gouvernance globale qui est celle fournie par GaiaX, quelles sont les règles de base que tout le monde doit suivre, un petit peu comme si on émettait un passeport. Alors c'est pas du tout un passeport, mais c'est un ensemble de règles de base. Donc alors pour le coup, ça serait vraiment le bon mot. L'exemple du passeport, chaque État est souverain quand ils émettent leur passeport. Par contre, chaque État suit une norme. Il y a une photo, il y a un pays d'émission, il y a une date d'expiration, il y a un numéro de série, il y a le nom, prénom, la date de naissance, la taille, et ainsi de suite. C'est pareil pour la gouvernance GaiaX, ce qu'on appelle la compliance GaiaX. Il y a un ensemble de règles de base. Quand on offre un service, forcément, je dois avoir la formation de qui le fournit. C'est un participant. Les participants, quand c'est une personne, une organisation, j'ai obligatoirement l'information de quel est le pays dans lequel l'entité est enregistrée. Quand c'est un service, par exemple, qui traite de la donnée, j'ai forcément l'information de comment je peux extraire la donnée de ce service. Il faut que j'envoie un mail, c'est via l'API, c'est via une lettre recommandée avec request réception. En retour, je reçois une API, je reçois un DVD. Alors, c'est pas pour rigoler, ça existe vraiment des services où il faut envoyer une lettre et on reçoit un CD-ROM pour exporter ces données. Donc, c'est avoir cette transparence-là et ces critères obligatoires, ça fait partie de la gouvernance GaiaX. Et après, les écosystèmes de données peuvent, on va dire, étendre ces règles, un peu comme quand on rentre dans un pays, pour prendre l'analogie du passeport, il y a un visa, et il faut demander une demande de visa. Merci de ces précisions. Sami Slim, vous êtes, comme je le disais à l'introduction, directeur général de Telehouse France. Donc, rappelons que Telehouse est le créateur de cette activité donc d'hébergement de données et que la société est filiale à 100% du géant japonais des télécoms KDDI. Alors, peut-on être un acteur de la souveraineté numérique tout en battant pavillon japonais, en l'occurrence, ou un autre pavillon étranger? Alors, c'est tout à fait effectivement l'intérêt de ma présence aujourd'hui avec ce beau panel. Je vais rappeler effectivement les deux mots-clés que Pierre a rappelés. On va parler de souveraineté numérique quand on va mesurer l'autonomie juridique et l'autonomie technique que votre fournisseur va vous proposer. Donc nous sommes dans la couche basse de l'infrastructure, le data center, la fibre, le début de tout cela. Ça montre bien sûr le continuum de la donnée, il va jusqu'à la donnée elle-même. Là, on va parler plus bas. Quel degré d'autonomie juridique et d'autonomie technique pouvons-nous apporter à nos clients pour leur assurer cette souveraineté, même si nous n'avons pas cette nationalité, ce passeport européen, français, etc. Telehouse et le groupe KDDI en général s'appuient sur la doctrine japonaise de commerce extérieur, qui est de notre point de vue un atout dans ce sens, qui est que dans chaque pays où les entreprises japonaises vont opérer, elles vont s'astreindre à respecter les règles et les chartes locales. En 2014, le bloc japonais et le bloc européen ont signé le plus grand accord de libre-échange de la donnée au monde, entre les deux plus grandes zones économiques qui sont l'Europe et le Japon, intégrant également une charte de bonne conduite et une charte de garantie, notamment par rapport à l'autonomie juridique et les bonnes pratiques, les non-espionnages, etc., qui a fait que de cet espace Europe-Japon un énorme espace de confiance autour de la donnée. Et ça commence par l'infrastructure, en tout cas chez nous. Et donc ce qu'on dit à nos clients, c'est que quand ils viennent héberger des équipements dans nos data centers et qu'ils ont des workloads critiques au sens sécurité, cyber et souveraineté, ce qu'on les incite à vérifier, c'est cette autonomie technique d'abord. Ça veut dire, est-ce que quelqu'un peut venir toucher à l'intégrité de mon serveur ou de ma fibre ? Et si oui, comment je m'en assure, etc. Donc nous, on a toute une procédure pour montrer patte blanche par rapport à cela, par rapport aux pratiques qu'il y a autour de la salle client. Donc on peut en parler par rapport
par exemple la salle 3D Outscale, qui garantit une intégrité physique de cette salle. Et deuxièmement, l'autonomie juridique. En tant qu'entreprise japonaise, opérant en Europe, nous n'avons pas d'extraterritorialité des lois japonaises. C'est une forme d'autonomie, c'est une forme de garantie juridique qu'on offre aux clients. Pas de Cloud Act japonais. Ça n'existe pas. Et de toute façon, ça aurait été contraire à l'accord signé entre le Japon et l'Europe, parce qu'il y avait effectivement un respect mutuel plutôt de l'intégrité de la donnée numérique de chaque bloc. Donc, je pense que la force de cet accord euro-nippon est de proposer au monde, finalement, parce que l'idée, c'est pas d'exclure les autres, un modèle de collaboration entre géants géostratégiques qui permet à des acteurs privés comme nous, parce qu'il faut rappeler que je pense que dans ce panel, nous ne sommes pas des hommes politiques, nous sommes des chefs d'entreprise et nous sommes là pour faire tourner une activité numérique. Ils nous donnent, en fait, finalement, un cadre pour garantir à nos clients la souveraineté et la sécurité cyber dont ils ont besoin. David Chasson, 3DS Outscale est une filiale d'Dassault Systèmes, donc entreprise qui a une culture et un historique dans les marchés souverains et de confiance. Cette filiation suffit-elle à vous positionner du bon côté du champ de ceux qui sont des acteurs de confiance du numérique? Oui, alors c'est vrai qu'on peut se considérer être bien né, comme on dit. Ce qui est important chez Dassault Systèmes, ce sont les valeurs qui sont amenées relatives à la sécurité, de la protection des données, de la propriété intellectuelle et le côté aussi industriel. Et donc pour nous, quand on a créé Outscale sous forme d'une spin-off au départ, c'était de se dire que finalement, on va démarrer le cloud sur la partie infrastructure as a service. Et dans infrastructure as a service, ce qui est important pour nous, c'est la partie as a service. Et donc d'être pleinement propriétaire finalement de notre propriété intellectuelle qui est TinaOS, qui est notre propre logiciel d'orchestration de nos services qui sont délivrés aux clients. À vous-même, mais aussi qui permet l'optimisation et l'usage du matériel qui est fait, ce matériel étant ensuite déployé en data center de confiance aussi pour nous, puisqu'en fait, quand on parle de confiance, on parle d'une chaîne, et à la fois, c'est notre engagement qu'on prend au niveau des clients d'avoir les plus hauts niveaux de certification, mais par effet de cascade, il faut que l'ensemble de la chaîne le soit aussi. Et donc les data centers sont également importants et ils apportent pour nous les éléments chez Telehouse de certification ISO et aussi en matière d'éco-responsabilité. Alain Garnier, vous êtes cofondateur et président de la société GenSpot, donc une société française créée en 2005 à Montreuil. Vous êtes un acteur du travail collaboratif qui emploie une quarantaine de personnes pour un chiffre d'affaires un peu inférieur à 4 millions d'euros, c'est bien ça? C'est ça. Avec quel type de clients travaillez-vous? Alors nous, on travaille avec les PME, les ETI, les grands comptes, le secteur public, enfin tous ceux qui ont besoin aujourd'hui de travailler de manière différente dans ce monde digital. C'est clair qu'aujourd'hui, la question d'ailleurs, c'est plus seulement la question, on parle des données, mais aujourd'hui, c'est carrément le travail pratiquement dans sa globalité qui s'est digitalisé. Donc la transformation digitale a touché toutes les entreprises. Le travail collaboratif, c'est une poussée énorme pour deux raisons. La première, on l'a vécu, c'est le télétravail et le fait d'une part. Mais on oublie un autre phénomène qui est non moins important à mon avis, c'est que la question de l'intelligence collective et qu'on est dans des processus justement d'intelligence où on a besoin de travailler à plusieurs pour produire plus de choses puissantes. Et que ça se fait à large échelle, y compris d'un point de vue mondial. Nous, nos clients sont principalement européens, on pourra revenir effectivement sur le tropisme, mais effectivement sont dispersés sur tous les continents. Donc principalement, après, qu'est-ce qu'ils font avec nos systèmes? Ils vont arriver le matin et là, c'est parti, quoi. Où est-ce que tu travailles aujourd'hui? Je travaille avec lui sur tel groupe, avec quelqu'un qui est justement peut-être quelqu'un aux US, un autre en Chine, un autre en France, pour concevoir un produit demain innovant, le marketer pour l'emmener sur le marché du Maghreb. Enfin, des juristes, nous, qui travaillent sur nos systèmes pour faire les documents juridiques pour justement éviter les problèmes d'extraterritorialité, par exemple, on peut imaginer ça. Enfin, voilà, donc nous, c'est vraiment ça nos clients.
Alors, j'ai cru comprendre qu'une bonne partie de vos clients, notamment ceux du secteur public, vous avez choisi parce que vous cochiez toutes les cases du numérique souverain. Qu'est-ce qui est constitutif justement de cette identité et quels sont les éléments qui vous garantissent justement cette appellation? Est-ce qu'il y a un label? Est-ce qu'il y a une certification quelconque? Alors déjà, effectivement, Jamspot, on est en 2005. Et par contre, clairement, moi, dans la vision stratégique de l'époque, on voulait aller uniquement dans le cloud. Mais il faut se rappeler qu'en 2005, les questions qu'on pose aujourd'hui, parce qu'on pourrait se poser la question, pourquoi on fait une table ronde sur la souveraineté numérique? C'est vrai, et tout d'un coup, ça devient un sujet. Bah, si on prend 2005-2022, par exemple, à l'époque, nous, on est parti full cloud, on est plutôt parti avec des acteurs locaux de l'hébergement. Et honnêtement, on ne s'est pas posé des questions existentielles, c'était plutôt des questions de localisation de données. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur la séquence? Il y a deux choses. Il y a le fait que d'un côté, nos amis en particulier américains sont devenus hyper dominants dans la partie cloud et donc dans la partie justement hébergement à haute valeur ajoutée. Je l'appelle comme ça pour que les gens fassent bien le lien entre cloud et hébergement, sachant que nous on est au-dessus, on fait du SaaS, nous on n'est pas sur la partie en dessous. Et deuxièmement, ils ont eu la bonne idée de mettre des lois, effectivement, extraterritoriales qui étaient... en fait, ça avait déjà commencé à partir de 2001-2002, à partir des avions dans les tours, hein, si vous reprenez l'histoire. Ça ne date pas du cloud. Hein. Le Cloud Act étant juste d'ailleurs un nom qui est d'ailleurs un peu... qui ne veut pas dire ce qu'il veut dire, d'ailleurs. Il n'a rien à voir avec le cloud. Mais c'est les lois FISA, principalement. On les oublie toujours, mais c'est celles-là qui définissent ce rapport extraterritorial. Et ce qui pouvait apparaître comme un problème de défense, à un moment donné, est devenu une question aussi d'armes aussi économiques. Parce que là, on parle de dépendance autonomie technologique, mais tout ça, ça provoque deux choses qui sont assez fondamentales. C'est un flux financier colossal vers les US en particulier, parce que le cloud, c'est du dématérialisé. Quand vous mettez 1 euro dans le cloud, vous avez quasiment 1 euro qui circule directement en termes de valeur. Il y a très peu de valeur résiduelle, contrairement au système avant. Puis deux, un problème culturel. C'est que du coup, on n'est pas autonome et on ne peut pas choisir les systèmes. Il n'y a pas de variété. On est dans des systèmes monopolistiques. Et donc, c'est ces deux conjonctions qui font que même nous, en tant qu'acteurs, moi, y compris Jamspot, on s'est retrouvés, y compris en conscience, mais aussi parce que les clients nous demandent ça, d'effectivement dire comment on peut faire autrement. Et là, il y a un mouvement qui, aujourd'hui, évidemment, prend ce terme de souveraineté numérique, qui est discutable, mais il fallait en trouver un. Personne n'en a trouvé un meilleur que d'autres. Autonomie stratégique, ah oui, mais non, on n'est pas des diplomates non plus. Enfin, il y a eu une difficulté à trouver un terme. On va dire que celui-là a fait consensus. Ce n'est pas mon préféré non plus. Le terme souveraineté, c'est pas parce qu'on m'a mis à l'extrême droite tout à l'heure qu'il me plaît bien, vous voyez. Enfin d'ailleurs, vu de la salle, je suis à l'extrême gauche. Je rappelle. Vu de l'autre côté, je suis à l'extrême gauche, donc je me sens. J'ai les deux parties. Non. Et donc cette question de souveraineté numérique est une demande parce que les clients, nos clients, veulent pouvoir choisir. Parce que c'est quoi l'effet nous qu'on a? Quand quelqu'un est enfermé dans un grand, je ne vais pas donner de nom parce que je ne vais pas leur faire de publicité, et que tout d'un coup, il y a une augmentation de 15 à 25% des tarifs de manière unilatérale, ben, il passe à la caisse. Voilà. Il passe à la caisse comme un vulgaire dealer hein, qui dit bah, maintenant, de toute façon, moi, tu es sous ma protection, c'est le prix. Et pourquoi? Parce que, contrairement à ce qu'on nous dit, justement, on n'est pas dans une économie de marché ouverte qui lui permet de dire tu veux faire 15%, moi j'ai quelqu'un qui propose moins, je bouge. Et donc, on est au cœur de cette domination. C'est ce qui explique que les clients viennent nous voir parce qu'ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Et que finalement, il ne faut vraiment pas le voir comme un problème de repli sur soi, mais au contraire, d'une réappropriation des lois de marché naturel, de compétition et y compris d'innovation. Sami Slim, vous disiez tout à l'heure que votre société est respectueuse du droit et des données dans chaque pays où elle opère. Tous les acteurs numériques disent ça, on respecte les lois du pays, y compris les GAFAM, qui la respectent aussi à leur manière. En quoi êtes-vous plus vertueux que les autres en ce sens? Déjà, soyons clairs, sur les lois, soit on les respecte, soit on ne les respecte pas. Il n'y a pas de plus ou moins. Néanmoins, sur les agissements de certains acteurs, l'histoire récente, et effectivement la séquence depuis 2005, effectivement, moi aussi je le situe à ce niveau-là, a prouvé certains agissements de certains blocs économiques plus ou moins vertueux. L'extraterritorialité des lois, c'est un vide juridique. On ne sait pas en fait. Voilà, un Cloud Act, ça s'applique en France. Pourquoi? On ne sait pas en fait. Hein. En tout cas, moi, je n'ai pas la compétence de trancher. Et ça, j'appelle cela plutôt un agissement ou un comportement économique, effectivement d'abord économique, parce que c'est une arme économique, plutôt qu'un non-respect de la loi. Et donc, ce qu'on dit aux clients, c'est faites attention. En fait, vous avez le choix.
vous avez des acteurs européens, vous avez des acteurs japonais, vous avez des acteurs canadiens qui sont des propositions de valeur alternatives et qui vont casser cet effet d'enfermement économique chez certains géants qui jouent sur l'économie d'échelle. Et donc, le curseur, il est plutôt, voilà, quelle est la criticité de mon workload et quelle est ma tolérance, non pas au respect ou pas de la loi, tout le monde respecte la loi, enfin, je ne peux même pas m'imaginer un acteur établi en Europe qui ne respecte pas la loi. Mais par rapport au risque que finalement expose sa nationalité, tu as raison de dire c'est la naissance, sur le workload que je fais tourner. Il est de notoriété publique que nos amis et alliés américains écoutent des câbles sous-marins. Ils l'ont admis. C'est pas des, voilà. Quel risque je vais prendre à aller installer des flux de données sensibles sur lesquels mes clients souhaitent un niveau de protection élevé chez un acteur, c'est un géant américain. Ça se calcule. Sinon, un front-end web qui n'a pas de criticité, pourquoi pas? Donc voilà, on souhaite que les clients aient une grille de lecture finalement sur la sensibilité de leurs données et de leur flux métier, workload, de manière à faire un choix et pas placer tous les œufs dans le même panier. Et je te rejoins volontiers sur ça. David Chassan, je reviens sur la façon dont vous travaillez avec l'écosystème. Parfois, pour faire face aux services et aux infrastructures, aux offres infrastructures aussi très performantes des GAFAM, elles sont performantes, il faut le dire. Il faut souvent rassembler plusieurs partenaires autour de la table. On arrive rarement à le faire tout seul. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui suffisamment d'acteurs, notamment éditeurs, qui ont les certifications suffisantes pour faire des offres SecNum, donc les plus hauts degrés de souveraineté, si on peut dire, de l'ANSSI, pour faire des offres de bout en bout totalement sécurisées et qu'on peut dire totalement souveraines? Alors oui, en réalité, je vais mettre de côté SecNum Cloud qui est plutôt récent et qui est une certification qui est très longue à avoir. Donc aujourd'hui, on va avoir un panel extrêmement réduit. Malgré tout, pour assurer une certaine souveraineté ou en tout cas de pouvoir faire face à une puissance en termes de services qui sont proposés par rapport aux GAFAM, on a l'occasion de faire beaucoup de choses en fait. Et nombreux sont les éditeurs comme Alain avec Jamespot ou encore Arnaud Clearup que je vois dans la salle ou Yann Scalingo. Désolé pour les autres que je ne vois pas. Beaucoup de choses sont possibles à ce qu'on puisse s'associer ensemble, trouver les bons modèles pour pouvoir finalement proposer aux clients, proposer au marché une solution qui puisse être complète. Et à la limite que même le client pourrait lui-même mettre à façon en fait, et pouvoir décider je prends telle brique, etc. De manière à ce qu'elle puisse être réellement adaptée. Et on a quand même la chance en France, en Europe, d'avoir des super éditeurs qui ont une expertise extrêmement forte et qui méritent de travailler en écosystème avec nous aussi. Et nous-mêmes, on a à y gagner. Hein. Donc c'est ça qui est, je trouve, important et qu'on peut mettre réellement sur la table pour apporter une autre vision des choses. C'est un peu ce qu'on retrouvait initialement au sein de Gaia X, Pierre, quand on était membre fondateur. C'était cette notion de fédération de services qu'on pouvait retrouver à l'intérieur et sur lesquels ensuite chaque client pouvait mettre en œuvre sa propre gouvernance, son propre choix entre des analyses de risque. Quelle est ma part de risque à ce que je fasse ça? Quelle est la probabilité à ce que ça arrive? Bon, ok, je fais mon choix. Et on se retrouve aujourd'hui quand même dans des usages qui sont très multi-cloud, que ce soit américain, français, SecNum Cloud. On a des clients qui viennent chez nous uniquement pour la partie de données critiques, données sensibles, et le reste est réalisé ailleurs. Il n'y a aucun souci en fait. Sami Slim, vous disiez tout à l'heure que vous affirmez, mais vous prouvez aussi à vos clients dans ce que vous avancez en termes d'assurance que vous pouvez leur donner. Tout est démontrable et vous faites l'effort de le faire. Est-ce que ça rend vos services plus chers que ceux de GAFAM, par exemple, qui n'ont pas peut-être cet effort de transparence, cette mise en avant de la transparence comme vous le faites? Alors,
Plus cher, peut-être pas, néanmoins ça a un coût. Donc effectivement, par exemple, David rappelait Secnum Cloud, qui est un long process, etc. Beaucoup d'audits, beaucoup de transparence, ça a un coût. Passer par ces phases d'audit, effectivement, c'est du people, c'est de la documentation, etc. Il y a une autre proposition de valeur concrète qu'on met sur la table et dont également David et ses équipes bénéficient, c'est la personnalisation de l'infrastructure IT de manière à coller à certaines spécificités. Moi, quand David me demande de mettre un tuyau métallique en aluminium sur certaines fibres critiques, on le fait. On ne se pose pas de questions, on ne se dit pas c'est pas standard, machin, c'est fait, parce qu'il a besoin que cette fibre-là ou ces fibres-là ne soient jamais vues sur un chemin public. Ce genre d'initiatives qui sont de nature à apporter une brique personnalisée mais essentielle au niveau de confidentialité, de sécurité et de souveraineté au final que David et ses équipes souhaitent, nous le faisons. Donc ça a un coût. Est-ce que ce coût-là va faire de nous moins compétitifs que nos grands concurrents? Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alain Garnier, je reviens vers vous. Je voulais vous demander quel est, à votre avis, le poids de l'argument numérique de confiance auprès de vos clients. Est-ce que c'est quelque chose qui a plus de poids dans le secteur public que dans le privé? Alors déjà, souvent, les gens ne choisissent pas au départ que pour ça. Souvent, nous, on gagne sur les compétitions qu'on peut mener parce qu'à un moment donné, par exemple, les clients ont trouvé que le produit est plus adapté à leurs besoins, voire mieux pour leurs usages. Typiquement, c'est vrai que les outils américains sont assez puissants dans la collab, mais ils sont très standards en fait. Alors après, c'est super, on les connaît tous, on a tous fait du Word, du Excel. Vous prenez de n'importe quelle boîte, vous passez de l'un à l'autre, c'est le même, et donc on a l'impression de tous gagner en faisant ça. Mais en vrai, il n'y a aucune spécificité d'aucune entreprise et de créer de la valeur ajoutée autour de ça, où c'est très difficile, où ça coûte très cher. Nous, à Genspot, on a une approche assez différente, c'est que justement, on va pouvoir customiser l'expérience employée dans l'entreprise. Et donc, de faire que vous avez des gens aussi qui sont plus proches de votre culture, de vos valeurs, qui vont apprendre aussi comment est organisée votre entreprise, par exemple. Et ça, aujourd'hui, en plus, avec l'arrivée des milléniums, c'est essentiel, avec en plus le turnover important. Vous voyez, ça, là-dessus, on marque des points. On a des portails qui sont plus jolis, on est plus adaptable, c'est plus frais, franchement. Donc là, les gens nous achètent déjà pour ça. Puis après, il y a effectivement la question il y a ceux pour qui c'est une interdiction d'aller sur du non souverain. Donc là, pour nous, ça nous met des points en plus. Et puis après, je vais vous dire une chose, c'est intéressant, le secteur public est assez, effectivement, est très très sensible à ça. Et dans le privé, c'est plutôt les boîtes plus petites. C'est très intéressant de voir qu'en fait, ce rapport-là, nous, dans les ETI avec lesquels on travaille, ils sont très sensibles à ça. Parce que pour eux, ce qu'ils voient, et l'ont vu dans leur ville, c'est que c'est d'un côté la désindustrialisation qui a eu lieu, et ils se disent non, nous, on ne veut pas être comme ça. Alors que les grands groupes du CAC 40, alors là, je peux vous dire, au contraire, sont full mondialisés. Et si ça peut être mondial, et s'il pouvait y avoir un éditeur de logiciels martien, ils le prendraient. Ils veulent quelque chose qui les domine. Ils ne veulent pas quelque chose qui les aide dans leur localité. Le CAC 40 passe son temps à essayer de se défranciser. Vous voyez ce que je veux dire? Et même déseuropaniser. Donc moi, je vois vraiment... Alors, pour ça qu'on ne peut pas dire privé-public. Vous voyez et c'est pareil, dans le public... Il y a du public qui est très proche du CAC 40 qui va du coup être poreux à ça. Et à l'inverse, le secteur public qui est plutôt proche justement du tissu privé plus local, qui au contraire va être plus sensible. Donc en tout cas, nous on voit ça. Par contre, on parlait de la loi tout à l'heure. Il y a eu une circulaire d'Adinum qui a dit que O365 était interdit. Hein. Bon, aujourd'hui, il y a des déploiements qui sont faits. Voilà. Donc moi, il y a aussi, par contre, il faut se regarder en face. On a énormément de secteurs publics qui jouent avec le feu aujourd'hui. Après, moi, je suis pas un donneur de leçons là-dessus. Je comprends, c'est pas simple, parce qu'en plus, vous avez les utilisateurs qui, depuis qu'ils sont biberonnés, depuis qu'ils ont 12 ans, on fait que du Word et du Excel. Il faut leur dire, tu sais, il existe d'autres choses. Oh non, j'ai peur. Et puis ensuite, on n'a pas le temps de s'occuper de, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Parce qu'en plus, nous, on a des résultats, nous, avec le CD 93, le CD 28, le CD 9, nous, les conseils départementaux, la DGE, la CNAM, 100 000 utilisateurs qui tournent sur notre truc. Vous leur dites aujourd'hui, on enlève Genspot, je pense qu'ils vont dire, ah non, surtout plus. Mais au début, les résistances au changement ont été colossales. Et donc, ça, j'en ai conscience aussi. Et il y a une question de mentalité, de se dire que ce n'est pas qu'une question de souveraineté numérique, c'est aussi le fait d'apprendre aux gens à se dire, la transformation digitale, c'est aussi accepter d'avoir des outils différents pour justement être meilleurs. Et pas le même outil pour tous, parce que ça nous rassure. Je pense que ça, il y a un effort à faire. Et quand vous allez aux US, je peux vous dire que le tissu
d'éditeurs logiciels est beaucoup plus hétérogène. Les gens que celui qu'on a justement en Europe. Donc apprenons à aller vers l'hétérogénéité. En tout cas, nous, voilà, c'est ça les vraies raisons qui font que les gens nous choisissent. David Chassan, estimez-vous que les marchés publics, qu'il s'agisse de services de l'État ou des collectivités, ont suffisamment intégré l'importance du numérique de confiance pour l'intégrer comme un critère décisif dans les appels d'offres ? Je pense que concrètement, je pense que oui. On avait eu la politique Cloud au centre d'Amélie de Montchalin il y a 1 an à peu près, donc qui a permis de formaliser quand même l'intention et de pouvoir mettre en avant finalement par défaut un cloud de confiance. C'est un cloud qui est qualifié Secnum Cloud, sinon il faut venir à le prouver qu'il soit de confiance. Donc ça a permis de donner des règles du jeu pour l'acteur public et de pouvoir se saisir finalement de ses propres décisions en pleine responsabilité et de se dire finalement je suis capable d'aller choisir des clouds souverains pour telle et telle application, des clouds étrangers pour telle autre, et donc de pouvoir accélérer cela. Nous, ce qu'on peut constater depuis 2 ans, c'est qu'il y a réellement une accélération sur l'usage du cloud dans le secteur public, ce qui est réellement une bonne chose. Et on le voit également auprès de partenaires éditeurs comme Alain et avec d'autres éditeurs dans d'autres domaines, avec des usages qui sont aussi accélérés chez nous. Donc je pense que c'est soyons satisfaits de cette prise d'élan et comptons sur une croissance continue sur ce thème. Ouais. Alors pensez-vous que l'Europe est suffisamment active sur le sujet pour qu'on puisse penser le sujet d'une certification plutôt au niveau du continent que pays par pays ? Oui, alors sur la partie certification, on est là la problématique qu'on a en Europe, c'est que chaque pays va avoir ses niveaux de certification. Donc bien sûr, alors France Secnum Cloud, Allemagne C5, etc. Ce qui fait que pour un industriel, pour un éditeur de logiciel, un industriel du cloud ou qui d'autre veut se faire certifier, ça coûte extrêmement cher. Et c'est quasiment impossible de se faire certifier sur la totalité des pays indépendamment. Donc l'idée, c'est que l'ENISA s'est emparée du sujet avec l'ensemble des agences nationales de sécurité en Europe et a poursuivi un projet qui s'appelle EUCS, avec 3 niveaux, on va dire, de sécurité. Alors je vais simplifier, Pierre, si tu le permets, si tu pourras apporter plus de précision. Un premier niveau qui est équivalent, on va dire, à ISO 27001. Un second niveau qui serait équivalent à C5 en Allemagne, et le niveau 3 qui serait l'équivalent de Secnum Cloud. L'idée, c'est qu'au final, d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'y aura plus de Secnum Cloud en France, ce sera porté sur le niveau EUCS. Et nous avons travaillé avec Martine Gourrier au niveau de Gaia-X, qui a fait un super boulot au niveau de la commission sur les certifications pour que Gaia-X reprenne aussi ces travaux-là et puisse les aligner aussi d'un point de vue européen, pour qu'on puisse mutualiser ces éléments plutôt que les individualiser, ce qui coûte extrêmement cher, et qu'il y ait une reconnaissance aussi globale sur le marché. Pierre Grandlier, la compatibilité et la labellisation Gaia-X seront-elles assez fortes, à votre avis, pour faire contrepoids au rouleau compresseur marketing des GAFAM ? Il y a beaucoup de notions qui ont été... J'ai pas l'impression que ça marche, mais beaucoup de notions qui ont été apportées de thèmes qui ont été abordés, pardon. Il y en avait un qui était très important sur la transparence et je crois que c'est la composabilité de services. Le marché européen est extrêmement fragmenté et c'est en soi, transformons cette parfois fragmentation qui est vue comme un frein, comme une arme. La composition de services permettra de créer des services à valeur ajoutée qui seront largement supérieurs aux services qu'une plateforme d'un GAFAM pourrait fournir. Justement parce qu'on sera capable d'avoir cette gouvernance de transparence. La gouvernance de transparence, ça requiert, et si vous l'avez mentionné, beaucoup de pédagogie. Je vais reprendre une analogie avec ce qui se passe dans l'alimentaire. Maintenant, quand on voit quand on achète quelque chose au supermarché, il y a un Nutri-Score, des petites lettres de A à F, de vert à rouge, qui vous informent sur est-ce que c'est sain ou pas sain. C'est pas parfait,
Une bouteille d'huile aura un Nutri-Score F, alors que oui, on sait que c'est de l'huile, mais c'est utilisé. Du beurre, c'est pareil, pourtant. Et l'idée avec cette transparence, c'est de dire, attention, il y a un risque. C'est pas le risque zéro, mais ça dépend de cas d'usage. Et c'est à vous de prendre la décision de, bah oui, manger des pizzas et des burgers tous les jours, c'est pas sain. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc je rejoins totalement le reste du panel dans la notion de transparence. Et je pense que c'est justement parce qu'on aura ces règles de transparence communes qu'on sera incapable de faire face au rouleau compresseur. Parce que ça sera nos règles et nos valeurs européennes. Quand je pointe, c'est pas forcément GAIX, mais les valeurs européennes qu'on défend en Europe. Et de permettre cette composition de services, parce qu'on le voit, Office 300, vous l'avez pas nommé, mais 365 si, O365 oui, c'est un rouleau compresseur. On sait que c'est pas GDPR compliant. Alors, Alain Garnier, justement, pour qu'on soit clair, si on travaille avec vous, par exemple, est-ce qu'on se coupe des services d'Office 365 ou d'autres, ou est-ce qu'il y a des passerelles pour que vos clients puissent continuer à utiliser ces services également? Ben justement, ce qui est paradoxal, c'est que nous, par exemple, on est très très intégrés avec Office 365 et Google Workplace. On est intégré sur le SSO, parce qu'ils ont un SSO, on l'a intégré. On est intégré sur la partie documentaire, c'est-à-dire qu'on peut accéder aux documents. On est intégré sur les profils utilisateurs, parce qu'on est synchronisé avec leurs annuaires. Donc, a priori, on pourrait être tout à fait composable, pour prendre le terme. Et par contre, l'inverse est moitié vrai. Par exemple, c'est de notoriété publique que l'agenda de Microsoft est bloqué sur des capacités qu'on ne peut pas. Et c'est pour ça qu'on finit toujours par envoyer une invitation par Outlook, parce que ça marche quand même mieux. Et ça, c'est des blocages d'API que nous autres industriels avons. Et là, c'est là où on retrouve la question aussi de cette fair competition. On n'est pas dans une fair competition, ni d'un point de vue prix. C'est-à-dire que de temps en temps, par exemple là sur Teams, vous l'avez vécu sur 2 ans, ils ont donné un truc qui coûte très cher. Ça coûte très cher, de la bande passante pour faire de la visio en temps réel. Ils l'ont donné. Ne vous inquiétez pas qu'ils récupéreront, ils ont les moyens de le faire. Il y a des API qui sont fermés. Ils ont des systèmes qui sont bundlés. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a des gens qui me disent « Oui, mais tu comprends, moi, j'ai des gens chez moi qui ont des macros sous Excel de dingue. » Et toi, dans ton truc, là, qui est top, et qui est d'ailleurs plus joli, mais par contre, sur les macros Excel de dingue, là, tu les as pas. Donc moi, par exemple, si c'était débundlé, Microsoft, je pourrais, par exemple, prendre l'éditeur Excel pour 5% de la population et le revendre. Mais là, Microsoft aujourd'hui empêche aujourd'hui de faire ça. D'ailleurs, la Commission européenne, et je réponds à la question tout à l'heure sur l'Europe, oui, l'Europe nous protège. La Commission européenne est en train de faire une procédure. Oui, il y a des acteurs français qui sont d'ailleurs en train de répondre à ça. Oui, la Commission, à mon avis, va taper très fort. Et Microsoft, Brad Smith lui-même, le patron de Microsoft, a été obligé de faire un mea culpa public, vous pouvez aller voir. Il a dit oui, bon, il y a des pratiques qu'on a fait, on va réfléchir à bouger à ça. La question du bundle, la question du pricing, la question des ingress fees, la question des API pas ouvertes. Enfin, on est à un moment où justement, j'ai envie de dire que la question même de l'extraterritorialité, c'est presque la cerise sur le gâteau finalement. C'est ce qui a fait qu'à un moment donné, les Européens se sont réveillés d'une situation comme les grenouilles. On était dans le fameux histoire de la grenouille qui chauffe, et on ne s'aperçoit pas, elle finit par mourir brûlée. Je vous le dis, en fait, c'est une fausse histoire. Ça ne marche pas. Les grenouilles sortent avant. Je vous le dis, c'est une légende urbaine. Mais moi, je la trouve tellement mignonne que je la raconte encore. Et donc, justement, on ne va pas finir comme les grenouilles brûlées. Et l'Europe nous protège. Donc, oui, on est totalement interopérable. Et donc, finalement, même on a des clients qui sont d'ailleurs, qui gardent, par exemple, leur 365 pour les fonctions de base, parce que ça rassure tout le monde, parce qu'au moment où, justement, on a une espèce de lingua commune, et ils rajoutent Genspot, et d'un point de vue prix, souvent, tout ça coûte moins cher que d'émettre la fiche de paye. Il ne faut pas oublier que les outils collaboratifs, là je parle du coup vraiment de mon secteur, on est aujourd'hui un système qui est tellement dumpé par justement les Américains qui veulent choper les utilisateurs. Donc Google, c'est très clair, on sait pourquoi. Microsoft aussi, parce qu'il fait son argent ailleurs aujourd'hui, en particulier sur Azure. En fait, aujourd'hui, vous payez le prix moyen, même au CAC 40, qui sont ceux qui payent les plus cher, parce que c'est les plus riches, ils payent 20 € en moyenne pour un Office 365. D'accord ? Le 20 € par utilisateur par mois, c'est moins cher qu'une fiche de paye qui, je rappelle, est aux alentours de 25-30 € quand on l'a, même avec le système numérique, etc. Et quand vous payez une cale Salesforce, vous passez à 70, 100, 120 €. Quand vous avez un SAP, je préfère pas le dire là, il va y avoir des syncopes. Enfin bon. Donc, en fait, on est dans un marché de dumping. D'accord ? Et nous, on se bat comme des chiens pour maintenir un prix avec une marge qui d'ailleurs n'est pas extraordinaire, parce que sinon, ça fait longtemps que j'aurais 12 Porsche Cayenne, même si je roule toujours en vélo électrique. Mais vous voyez, c'est un marché dur. Et donc, c'est un marché anticoncurrentiel, parce que les Américains, là-dessus, chopent des utilisateurs que nous sommes. Donc,
En gros, quand on regarde ça, on est dans un moment où le moment bascule. Il y a une prise de conscience politique, souveraineté numérique, c'est même le ministre qui le porte. Très bien, ça c'est une chose. Il y a une prise de conscience industrielle, il y a une prise de conscience aussi d'usage. La transformation digitale que vous vivez tous, vous sentez bien que vous n'allez pas vivre votre vie qu'avec des Visio Teams et des documents Word et Outlook, qu'il va falloir aller au-delà. Et au-delà, il y a des outils et des plateformes comme Genspot. Pas que nous, hein. Nous, on en a une dizaine en France qui sont d'ailleurs très bonnes. Il y a des gens européens qui sont incroyables. Et puis il y a des gens justement dans le monde entier qui font ça. Moi, je suis pour l'ouverture. Ce n'est pas la question de revenir sur nos terres, c'est l'ouverture et d'aller voir justement ces nouveaux outils collaboratifs qui vont en fait inventer les 20 prochaines années digitales et pas forcément sous l'obédience américaine. Alors, le temps file dangereusement, donc je vais poser une dernière question avant que nous puissions prendre celle de la salle éventuellement. Vous parlez d'ouverture, mais en même temps, on voit que le monde est en train de se structurer par bloc, pas seulement sur la data, sur d'autres sujets. Il y a le bloc américain, il y a le bloc russe, le bloc européen, un bloc chinois aussi. Est-ce qu'on peut éviter cette balkanisation d'Internet? Question ouverte et réponse courte, s'il vous plaît. On se bat contre ça. Alors, nous, on pense que oui. Pour la simple bonne raison que donc, Telehouse a été créé avec l'esprit d'Internet. Internet, la définition, c'est un réseau de réseaux. Ce n'est pas plusieurs réseaux balkanisés, effectivement, chacun dans son coin. C'est un réseau de réseaux. Donc, nous sommes présents dans 45 pays dans le monde. Et la force de nos data centers, c'est que c'est un écosystème ouvert où tout le monde peut s'interconnecter avec tout le monde. Et si on commence à casser cette règle du jeu, nous, on pense qu'Internet ne va plus correctement marcher. Et effectivement, donc, la transformation digitale de l'humanité, qui est de notre point de vue une chance, va s'arrêter ou va freiner. Donc effectivement, ce n'est pas souhaitable. Et en plus, on pense qu'il y a une alternative. Je rappelais tout à l'heure cette collaboration entre le Japon et l'Europe. C'est un exemple qu'on peut porter même au niveau de l'ONU. Voici une charte de confiance que deux énormes blocs, c'est pas rien l'Europe et le Japon d'un point de vue PIB mondial, s'accordent à accepter en termes de non-extraterritorialité, en termes de non-espionnage, en termes de respect effectivement sur les normes de dumping, etc. On a un exemple. Il est de valeur commune. Il est de valeur commune et il n'est pas pour exclure les Américains ou les Chinois. Au contraire, on leur dit voilà une charte entre deux gros blocs. On est ouvert à un troisième, à un quatrième bloc et pourquoi pas à l'ONU pour que tout cela soit normalisé au niveau monde. Donc effectivement, les solutions existent et surtout, en tout cas pour les industriels comme nous, ça serait un drame, cette balkanisation d'Internet, parce que c'est un frein au développement. À notre avis, Pierre Grondier, peut-être, pour conclure? Non, aligné sur ce qui vient d'être dit. Je préférerais prendre des questions de la salle s'il y en a, sinon on peut revenir sur la question, mais très bien résumé. Très bien. Bah, écoutez, merci. Donc, on a quelques minutes pour prendre une ou deux questions. Alors, si vous avez des questions, levez la main, je viendrai avec le micro. Alors, monsieur derrière, voilà. Je viens avec le micro et je vous demanderai de bien vouloir vous présenter en posant votre question. Merci. Marc-Henri Hurt, je fais du conseil. Je m'adresse à monsieur Grondier. À Gaia X, vous définissez des règles et spécifications techniques. Sur quelle couche vous intervenez plus particulièrement et est-ce que c'est pertinent entre l'infrastructure, plateforme et service? Ça, c'est ma première question. La seconde, c'est que, évidemment, les grands acteurs du numérique dépensent des sommes considérables pour la recherche et imposent des standards. Donc, quand il y a des produits qui sont mis sur le marché ou qui sont mis en open source par ces géants, comment est-ce que vous les appréhendez pour définir des normes techniques à partir de ça? Je prends un exemple, c'est par exemple Kubernetes qui est devenu un standard. Il y avait un logiciel open source alternatif qui s'appelait Mesos qui apparemment décline. Donc comment vous faites face à l'arrivée d'un standard comme celui-là? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour définir des normes techniques à partir de ça? Je vais essayer de répondre aux deux questions en une seule. En fait, il y a plusieurs niveaux d'interopérabilité. L'interopérabilité sur laquelle on se concentre en premier dans Gaia X, c'est celle de la gouvernance. Actuellement, il y a déjà des espaces pour partager des données de l'infrastructure. Mais tant que, par exemple, je ne suis pas capable d'avoir la capacité de négocier des contrats rapidement, avant même de commencer à utiliser et à avoir une interopérabilité entre deux Kubernetes,
D'ailleurs, même si on prend du cube, alors, peut-être gérer l'interopérabilité technique d'abord. L'interopérabilité technique, j'ai eu beaucoup de demandes qui m'ont dit « Pierre, c'est très simple GaiaX. Tu prends la même stack logicielle, tu la déploies partout ta interopérabilité. » Bon, merci beaucoup, mais c'est un peu naïf. Deuxième proposition, c'était de se mettre d'accord sur des règles de gouvernance. Règles de gouvernance, c'est par exemple sur la gestion d'une identité. Qu'est-ce que c'est qu'une identité qui va pouvoir passer d'un fournisseur de service à un autre? On a déjà une réglementation européenne au niveau AIDAS par exemple. La Commission européenne travaille également sur une identité décentralisée. Donc on se base sur ces travaux-là pour les prendre en compte et on n'a pas du tout vocation à recréer quelque chose. Je vais peut-être dire quelque chose qui est un peu bizarre, mais j'essaie d'être extrêmement paresseux, dans le bon sens du terme, et de réutiliser tout ce qui existe pour aller justement un peu plus vite. Donc l'interopérabilité, c'est plusieurs niveaux d'interopérabilité, et la première sur laquelle on se met d'accord, c'est, je l'ai vu de mon expérience passée, et c'est des retours d'expérience que l'on a, quand on veut commencer à composer des services, il y a l'interopérabilité technique, et avant, il y a vérifier que les contrats ils sont bien compatibles et que je puisse passer de, par exemple, le droit d'utilisation de la donnée d'un service d'un contrat à un autre. Ça, quand on discute avec des juristes, les contrats, ils ont à peu près le même template. Et par exemple, sur les droits d'usage de la donnée, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un petit pictogramme? Alors ça peut paraître un petit peu simpliste, mais c'est faisable. Quand on va chez Leroy Merlin, Bricorama et ainsi de suite, quand il y a des bouteilles de produits chimiques, on a des petits pictogrammes pour savoir si c'est corrosif, explosif, radioactif, pas disposé dans l'environnement et ainsi de suite. Donc on a réussi à avoir une nomenclature de textes qui étaient à la base édités par des chimistes très techniques sous forme de 12 petits pictogrammes. Alors c'est la norme GSH qui permet de savoir ce qui se passe. Pour la donnée, ça pourrait être pareil, entre services. Est-ce que ma donnée, je peux la commercialiser? Est-ce que je peux l'anonymiser? Est-ce que je peux la transférer au sein de l'organisation, à l'extérieur de l'organisation, et ainsi de suite? On a à peu près 10 à 15 cas d'usage, par exemple, sur les droits d'utilisation de la donnée. Donc se mettre d'accord sur une gouvernance, sur une nomenclature, sur un vocabulaire commun, pour moi, c'est déjà le premier niveau d'interop. Et le deuxième, sur quid de Kubernetes versus Mesos Marathon, versus Swarm, versus d'autres. Pourquoi Docker versus Singularity versus et ainsi de suite. Je pense que c'est des choses que le marché devra choisir. Nous, côté GaiaX, on va exposer la transparence. Qu'est-ce qui tourne? Quel est le type de container? C'est-à-dire pas forcément donner une spec pratique pour un container, mais dire voilà, c'est un container, et de donner pareil, c'est comme l'histoire du passeport, une ontologie en fait de description des services. Ouais. Merci de ces précisions. Est-ce que nous avons d'autres questions? Peut-être une dernière rapidement. Monsieur, voilà. Merci. Bonjour, je suis Vincent Coudrin de la direction interministérielle du numérique. Donc le secteur public, je vois à peu près ce que c'est. La question que moi je voulais vous poser, il n'y a pas de piège, hein, enfin un peu. On se souvient de Claude Watt et Numergy, pour lesquels l'argument du cloud souverain avait fait complètement en flop. Ça n'avait pas été un argument de vente. C'était, on a du cloud, il a quoi? Il est souverain. Souverain, c'est il a une couronne. Monsieur Slim, vous avez bien résumé ça. Alors pour nous, État, évidemment, c'est un intérêt. On a un enjeu de souveraineté, d'immunité, d'isolation juridique, d'absence de conflit de normes qui est évident. Est-ce qu'on est les seuls? Alors, au niveau européen, nous, on le voit avec nos homologues, on n'a pas du tout les mêmes conceptions. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que le chiffrement, ça suffit amplement. Voilà, y compris pour se mettre à l'abri de lois extraterritoriales. Est-ce que vous pensez que maintenant, en 2022, on a un espace pour le développement de ces offres-là? Ce que nous, on souhaite, hein, on défend le UCS avec les critères effectivement très stricts de l'ANSSI sur l'isolation juridique, mais est-ce que vous pensez qu'on a une opportunité aujourd'hui de création d'un espace de marché européen, c'est-à-dire de taille critique, qui va intéresser autre chose que l'administration centrale française que je représente ici? On n'a pas le choix. Voilà. Je vais juste te dire rapidement, on n'a pas le choix. Merci Vincent. Oui, je rajouterais, je pense que oui, il y a réellement une opportunité, parce que ça a été initié, alors bon, on l'a vu directement ici en France, on le voit que ça commence à rayonner en Europe, mais ce que je trouve d'intéressant, c'est que des gros industriels, donc du secteur privé, s'emparent du sujet
concernant la criticité de certaines applications ou certaines données. Donc on voit que l'argument a rayonné au-delà du secteur public. Donc je pense que le coup est parti, hein, donc à nous de réaliser dans les années qui viennent. Aujourd'hui, il y a des grands groupes, alors bon, tu citais tout à l'heure, Alain, certains du CAC 40, mais certains viennent nous voir aussi pour ce type de cas d'usage. Le dernier en date, parce que là, du coup, je ne trahirai pas, c'est Renault, hein. Donc dans son nouveau plan de véhicules autonomes et intelligents, donc choisit Dassault Systèmes et nos solutions cloud pour cet usage d'intelligence artificielle. Bien, merci pour ces précisions. Là, on arrive vraiment au terme. Je sens que vous êtes tous bien partis pour continuer le débat. Je propose de le faire au besoin, de continuer la discussion en dehors. Donc, merci beaucoup, messieurs. Je pense qu'on peut les applaudir.